Bonsoir à tous et merci de nous retrouver à Au fil des pages, l'émission dédiée à l'univers du livre sur RTI 1. Votre magazine est de retour depuis 2 semaines et c'est avec un réel plaisir qu'on vous retrouve ce soir avec un autre acteur du livre. Notre invité de ce jour est connu pour sa plume acerbe qui dépeint sans concession les réalités sociopolitiques de la Côte d'Ivoire. Et ce soir, avec lui, on va s'intéresser à ce recueil de nouvelles qui ne déroge guère à ses principes. Venance Conan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est pour Allez, on moi. va s'installer pour décortiquer cette œuvre que vous nous proposez aujourd'hui. Et bien évidemment, on ne saurait commencer sans revenir sur le parcours de notre invité, journaliste émérite, Merci. ex-directeur général de Fraternité Matin, aujourd'hui président du conseil d'administration de la Société ivoirienne de diffusion. De diffusion, justement. Et justement, Venance Conan, bon, je veux dire, la présentation... Toujours journaliste à Fraternité Matin. Oui, toujours journaliste, c'est le cas de le noter. La présentation que j'ai faite, elle est sommaire. Qu'est-ce qu'on devrait ajouter pour présenter Venance Conan? Je suis journaliste et écrivain, je crois que c'est les deux. Journaliste et écrivain. Et aujourd'hui, justement, avec vous, on va s'intéresser à ce recueil de nouvelles que j'ai pris plaisir à lire. Je le dis franchement. Et des 6 nouvelles que j'ai lues, il y a une qui a particulièrement voilà, marqué mon attention. Je le disais hors antenne. J'essaie de deviner. Oui. Je ne sais pas. Ce salaud de chien. Ah. Ce salaud de chien, mais qui raconte une histoire qu'on pourrait appliquer à tous les Ivoiriens, à l'ensemble des Ivoiriens. Bon, pas parce que les Ivoiriens sont des coureurs, mais parce qu'il y en a beaucoup parmi les Ivoiriens dans ce qu'on a. Ben, écoutez, dans ce genre de situation, on prend toutes les précautions, sauf les petits détails voilà, qu'on oublie. Et le petit détail qui tue souvent. Le monsieur, ben, il avait une maîtresse, il a pris toutes les précautions. Sa femme a tout fouillé, elle n'a rien trouvé. Sauf qu'il y a un chien. Il y a un élément inattendu qui allait venir tout bouleverser. De façon très innocente, va révéler beaucoup de choses. Bon, on ne va pas en dire plus. Tout à fait. Au fil des pages, c'est plusieurs articulations et on ne va pas déroger à ce principe aussi. On va commencer avec la première articulation de cette émission, c'est le doc littéraire. On regarde et juste après, on se retrouve pour les échanges avec notre invité de ce soir. Je suis Roukia Touba, directrice de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ et l'une de ses filles. Le 15 mai 1991, disparaissait Amadou Hampâté-Bâ à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, en laissant un immense patrimoine constitué d'œuvres publiées, mais aussi des documents inédits. Sa vie durant, il s'est battu pour recueillir dans les sources orales un immense fonds d'archives, dont une partie a été publiée de son vivant, mais il continuait de les organiser. Donc la raison d'être de la Fondation, c'est d'assurer la conservation et la valorisation de ce patrimoine, mais aussi et surtout sa transmission. Au niveau de la Fondation, nous organisons des activités pédagogiques. Nous avons pu avoir des partenariats avec le collège Jean Mermoz d'enseignement qui ont mis une œuvre au programme, La Révolte des Bovidés. Cette année avec le collège Maurice Delafosse qui ont mis le livre Il n'y a pas de petites querelles. Nous avons organisé beaucoup de concours, notamment autour de la lettre à la jeunesse qu'il a dédiée en 82 à la... Et les jeunes devaient lui répondre et ça mettait en concurrence le lycée Blaise Pascal, le collège Avicenne et les lycées classiques. Et c'est le lycée classique qui avait remporté. Et nous essayons de soutenir les jeunes dans leurs différents modes d'expression, notamment à travers la mode, à travers les arts. Et nous organisons aussi des activités avec l'Université de Côte d'Ivoire, où l'œuvre est au programme en philosophie africaine en licence 3, notamment Kaïdara, Djendo Dewal et l'éclat de la grande étoile. Chaque année, 200 élèves étudiants viennent au sein de la Fondation et nous allons vers là en continuité de ce qu'ils apprennent déjà. Et nous organisons aussi des ateliers pour initier la jeunesse à l'oralité. Et le public est varié. Nous allons de 2 ans et demi. On a organisé des activités avec des tout petits
Et notre réconfort est qu'au sortir de là, quand ils nous disent que nous avons compris que la véritable richesse, c'est la connaissance. Donc, on se dit que la Fondation doit continuer de jouer son rôle. Dans son cheminement, elle a bénéficié de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire, qui a soutenu l'effort de création de la Fondation, qui l'a dotée d'un bâtiment en 2004. Et en 2013, elle a bénéficié du statut d'organisme, d'association d'utilité publique par le président Alassane Ouattara. En 2019, après une visite de la directrice générale de l'UNESCO la soutient dans son effort de numérisation et de sauvegarde du patrimoine, aidée en cela par les archives nationales de Corée, sous la houlette toujours de l'UNESCO. Elle a obtenu différents partenariats avec une société de téléphonie ici en 2012 qui l'a aidée dans la numérisation du fonds. Donc, ces appuis sont importants, mais à la dimension de l'œuvre, un appel est lancé à tous ceux qui s'intéressent à ce patrimoine-là, d'accompagner la Fondation, parce que quand Amadou Hampâté-Bâ a pris la parole, il a pris au nom de l'Afrique et ce patrimoine-là, on a en commun. Il disait justement à juste titre dans un document de la RTI que pour le restant de temps qui lui restait à vivre, ceux qui viendront à lui partageraient avec eux le peu qu'il sait, mais après sa mort, il laisse un ensemble d'archives bien fournies qu'il lègue à la culture africaine dans son ensemble. Donc nous remercions vraiment tous ceux qui nous font l'amitié, des institutions, des personnes lambda, la presse, les étudiants, les élèves, tous ceux qui vivent dans le souvenir de Amadou Hampâté-Bâ, mais pas seulement à titre nostalgique, pour aider à mieux connaître notre passé, pour mieux visualiser notre futur, pour être actif dans le présent. Merci à tous et chacun pour cette contribution. Allez, je le disais tantôt, hein, pour ceux qui nous prennent en cours de marche, nous sommes avec Venance Conan, au fil des pages, c'est notre invité de ce jour. Et avec lui, on s'intéresse à ce recueil de nouvelles, Robert Katapila et L'Or Pailleuse. Bon, il faut le dire, hein, c'est le 4e volet d'une saga qui a commencé il y a 20 ans. Tout à fait. Avec Robert et les Katapila. Oui. Ensuite, il y a eu Robert. Donc, il y a eu les Katapila, ces ingrats. Katapila, chef de village. Oui. Et maintenant, Robert Katapila et L'Or Pailleuse. Et donc, on l'a dit, hein, c'est un recueil de nouvelles hein, qui contient 6 histoires. Bon, on va commencer par celle qui m'a le plus marqué, le salaud de chien. mais ce chien... Ils sont adorables, mais malheureusement, il y en a quelques-uns qui peuvent trahir de grosses... Qui trahissent de bonne foi. Hein. Lui, il a voulu montrer son amour. Oui. Et puis voilà que, innocemment, il a trahi le secret de son maître. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de temps, Venance Conan, pour raconter entièrement cette histoire. On va la synthétiser, hein, et l'objectif, c'est justement ça, d'amener les téléspectateurs qui seraient intéressés par ces histoires-là qui sont racontées dans ce recueil de nouvelles. Je vous le conseille fortement, ce livre, hein, d'aller l'acheter pour en découvrir, mais justement, toute la beauté au niveau des histoires qui sont racontées. Le salaud de chien qui révèle une histoire d'infidélité, hein, qui, franchement, va venir bouleverser la vie des acteurs de cette histoire-là. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas en dire plus, sinon ça perdra toute sa sève. C'est un monsieur qui, il est quelque part et il commet une infidélité, comme beaucoup d'Ivoiriens, comme beaucoup d'hommes dans le monde d'ailleurs. Et il prend toutes les précautions, sauf qu'il a oublié que son chien s'est attaché à sa maîtresse. Et puis voilà, un jour quelque chose se passe. Il y a une rencontre et sans le vouloir, le chien de bonne foi ou de mauvaise... Non, de bonne foi. De bonne foi, parce que... Bon, révèle ce que son maître voulait cacher. Oui, voilà. Oui. Et donc, cette histoire-là va... Et après, l'histoire évolue et bon, ça se termine bien. Et ça se termine bien. Et pour connaître la suite de l'histoire, bien évidemment, il faut acheter Robert Katapila et L'Or Pailleuse. Et puis, on a dit, pour que vive le parti, une histoire qui ressemble... Mais je veux dire, c'est vrai que ce sont des œuvres de fiction, mais qui, à la lecture, ressemblent à une histoire qui se déroule d'un parti bien connu en Côte d'Ivoire. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est que pure coïncidence. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Il y a beaucoup de gens qui sont grigés par les multiplicateurs de billets.
Et il arrive que des personnes politiques, qu'on croit a priori responsables, sérieuses, se laissent avoir. Mais là, c'est une œuvre de fiction. Mais quelqu'un, monsieur, qui voulait profiter des finances du parti pour devenir riche et qui allait confier combien de millions à un multiplicateur de billes? Oui, mais la plupart des gens qui vont donner l'argent au multiplicateur, ils profitent de quelque chose. C'est l'argent qu'ils croient pouvoir multiplier, devenir millionnaire ou milliardaire. En l'occurrence, il croyait pouvoir devenir milliardaire et l'argent qu'il avait à sa disposition, c'était l'argent du parti. Il n'a pas volé l'argent du parti. Il s'est dit, mais tiens, je vais aller multiplier cet argent-là, je vais m'en servir pour aider mon parti. C'était de bonne foi, lui aussi. Sauf qu'il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Et malheureusement, je dis ça. C'est des choses qui arrivent. Et parfois, ça arrive au sein des partis politiques. Oui, et pas que dans les partis politiques. Presque tous les corps de la société sont touchés. Et bon, toutes ces personnes-là qui tombent encore dans les mailles de ces vendeurs, il y en a toujours, malheureusement. Ces vendeurs d'illusions. Bon, ces genre de nouvelles, ça sert à attirer aussi l'attention des gens. Ça ne va pas arrêter le fléau, mais il y aura toujours des gogos, des pigeons qui se feront avoir, des gens qui sont tellement avides d'argent qu'ils se laissent avoir toujours. Oui. Et cette histoire, la deuxième que j'ai retenue dans votre recueil de nouvelles, eh bien, qui vaut le détour aussi. Qui vaut le détour, une histoire à découvrir aussi dans ce recueil de nouvelles. Mais justement, Venance Conan, je veux dire, toutes les histoires que vous traitez, je veux dire, elles sont tellement proches de la réalité qu'on se demande si ce ne sont pas des histoires que Venance Conan a relatées dans ce parcours de journaliste, mais qu'il ramène dans les livres qu'il écrit. Une bonne partie de mes histoires partent de la réalité, effectivement. L'histoire de Salaud de chien, c'est une histoire réelle qui est arrivée à quelqu'un que je connais très bien. Je lui ai offert le livre, je lui ai dit, je te l'offre, je ne te laisse pas acheter. Quand tu liras, tu comprendras pourquoi je te l'offre. Et quand il a lu, c'était la première nouvelle, il m'a appelé, il dit, mais tu es un salaud. C'est une histoire qui est arrivée à quelqu'un. Vous, le salaud de chien? C'est pas le chien qui est salaud, c'est toi qui es salaud. Et l'histoire de multiplicateur d'argent, c'est des choses qui sont arrivées à beaucoup de personnes que je connais. Je parle toujours d'une réalité et puis après, je romance. Voilà. Et le secret de mon oncle, bon, une autre histoire aussi, on ne dirait pas pathétique, mais qui raconte des faits. Oui, dans un village, il y a une partie de vérité, beaucoup de fiction, mais c'est des choses... je mélange les deux. Je parle d'une réalité et puis mon esprit vagabonde et puis j'ajoute pour moi. Et puis, un autre titre aussi qui m'a un peu qui a attiré mon attention pendant que je lisais, c'est France-Afrique, mais qui dépeint une situation qui aujourd'hui est au cœur de nombreux débats dans notre sous-région. Bon, il faut faire attention. Le titre France-Afrique ne dépeint pas tout à fait la France-Afrique dont on parle dans les journaux. Mais oui, c'est une autre France-Afrique. C'est une rencontre entre un Français et une Africaine. Les deux s'aiment. Les deux vont l'un vers l'autre. Et ils finissent par se dépasser. Et c'est le blanc qui devient africain et l'Africaine qui devient blanche. Comment ça se fait? Lisez et vous verrez. Déracinement culturel. Le blanc, il reste ici. Et l'Africaine, qui s'est dépigmentée et tout, c'est elle qui va vivre en France. Oui. Et justement, donc, je le disais tantôt, vous êtes connu, Venance Conan, pour votre plume très acerbe, qui ne mâche pas ses mots. Et dans ces recueils de nouvelles-là, mais on retrouve le Venance Conan qu'on connaît. Oui. Je ne me cache pas. Je suis toujours dans toutes mes œuvres. Si vous les lisez en fermant les yeux, on ne regarde pas le nom, on reconnaît l'homme à son style. Et c'est mon même style, ça n'a pas tellement changé. Parfois, je suis sérieux, parfois un peu moins. Mais c'est toujours moi, c'est toujours Venance. Et pour paraphraser un auteur bien connu qui dit que quand un homme marche, il laisse des traces. Voilà, et mes traces sont reconnaissables. C'est du tout Venance Conan. Et donc, cette œuvre-là, qui est sortie aux éditions Masaya, justement, mesdames et messieurs, nous vous invitons à la déguster sans modération, parce que là-dedans, justement, je vous recommande fortement le salaud de chien. Bon, après, on dit... Chacun trouvera son... Voilà, il y a à manger et à boire pour tout le monde là-dedans. Mais en tout cas... Il y a même moi dedans, si vous faites attention. Il y a une nouvelle qui ne fait que parler de moi, où je me moque de moi-même. Oui. Bon, l'autodérision aussi, c'est aussi ça, notre auteur. Et puis, bien, donc, Venance Conan, au fil des pages, c'est plusieurs articulations, nous l'avons dit d'entrée. Donc, on va marquer une petite pause, à partir à la deuxième articulation de cette émission, et on va continuer nos échanges juste derrière. Allez, on y va pour « Dis-moi ce que tu lis ».
Chers téléspectateurs, bienvenue dans Dis-moi ce que tu lis. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité particulièrement inspirant, Monsieur Hervé Doumbouya, directeur marketing et communication à la CNPS. Bonjour, Monsieur Hervé Doumbouya. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Pour commencer, pourriez-vous nous parler du livre qui vous a particulièrement marqué? Beaucoup de livres m'ont marqué, beaucoup d'auteurs. Pablo Coelho, Bernard Blendadier, Amadou Kourouma, Amadou Ampanteba, Ezobada. Voilà, plein de livres en fait qui ont bercé un peu, si vous voulez, nos années collège et lycée et qui après nous ont accompagnés au cycle universitaire. Et de tous ces livres-là, celui qui m'a le plus marqué, c'est Le Soleil des indépendances d'Amadou Kourouma. C'est lui déjà parce que le personnage principal a un patronyme qui n'est pas loin du mien, Fama Doumbouya, et il était comme parachuté dans un autre monde. Parce qu'à la base, c'est un prince, vous comprenez? Et à la faveur des indépendances, et bien entendu, tout ce qui avait comme attribut de ce statut de prince n'existait plus, puisque ce n'était plus une force dans cette nouvelle Afrique des indépendances. Donc Fama se retrouvait à errer dans les rues, à vivre de mendicité, vraiment une déchéance, une humiliation d'un prince du Ourodougou, comme il prenait plaisir à le dire dans son œuvre. Et sa fin même justifie en fait la décadence dans laquelle il vivait. Il y avait aussi cette expression que nous avions en son temps avec mes autres collègues, avec mes autres amis d'école. Voilà, compter. L'expression c'était bata de Batadi. C'était la réplique magique de Fama Doumbouya lorsque vraiment il avait une exaspération certaine contre une situation contrefaite. Voilà. Et ce qui m'a plus marqué, c'est la manière d'écrire d'Amadou Kourouma. Dans ce livre-là, vous avez, c'était différent en fait de ce que j'avais déjà lu comme manière d'écrire. Il y avait une aisance, il y avait une explication de la vie, mais qui vous emportait, qui fait que c'était impossible de commencer, il est impossible d'ailleurs aujourd'hui, de commencer sur l'indépendance et ne pas terminer avant de partir. Et y a-t-il un passage que vous aimeriez partager avec nos chers téléspectateurs? Oui, parce qu'il y en a tellement dans ce livre, mais il y a un particulièrement où Fama, je pense à la page 11, j'espère que j'ai encore bonne mémoire, il parlait de lui en fait. Il était étonné de ce qu'il était devenu. Il disait par exemple, Fama Doumbouya, vrai Doumbouya, père Doumbouya, mère Doumbouya, dernier et légitime descendant des princes Doumbouya du Ourodougou, Totem Panthère était un vautour. Un prince Doumbouya, Totem Panthère, faisait bande avec les hyènes. Ah, le soleil des indépendances. On voit un peu son exaspération, ce que les indépendances ont apporté en fait à sa vie. Il a perdu tout, ce qu'il avait comme royauté, comme carrière princière, si on peut le dire ainsi. Et selon vous, quel impact les livres et la lecture peut-il avoir sur l'éveil des consciences et l'engagement social, notamment dans votre mission ici à la CNPS? Vous savez, les livres déjà nous donnent des histoires réelles ou irréelles. Tout dépend de la source d'inspiration de l'auteur. Mais il y a quand même des leçons. Vous savez, des leçons qui vous accompagnent et qui vous permettent de pouvoir vous dépasser quand vous êtes à court de carburant émotionnel. Je prends par exemple Bernard Dadier, dans son livre Climbier, il nous disait le travail et après le travail, l'indépendance, mon enfant. Mais quand vous avez cette gimmick-là dans la tête à chaque fois que vous voulez baisser des bras face à une situation professionnelle, vous dites que le seul moyen pour vous d'avoir de l'indépendance, de pouvoir avoir une indépendance financière, c'est vrai, mais aussi morale, c'est de travailler. Vous comprenez? C'est ainsi que je dis que les livres sont un moyen pour nous de pouvoir nous transcender parce que nous allons tirer forcément quelque chose de l'histoire du personnage principal et pour pouvoir voir comment est-ce que nous, on l'applique à notre vie, pour en profiter en fait. Merci Monsieur Doumbouya pour ce moment très enrichissant de partage. Merci à vous pareillement et merci pour ce que vous faites pour la lecture aussi. Et à vous chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de Dis-moi ce que tu lis où nous continuerons de célébrer la richesse des livres et des idées. Allez, nous sommes de retour après Dis-moi ce que tu lis, ce magazine-là, plutôt cette lucarne, qui vous permet de faire partager avec les téléspectateurs une œuvre que vous avez lue et qui vous a marqué. Et aujourd'hui, nous parlons d'une œuvre qui, je suis sûr, vous marquera, Robert Katapila et l'Orpailleuse de Venance Conan, une œuvre qui ne fait pas que divertir,
dont l'objectif aussi est d'éveiller les consciences. Tout à fait. Oui. Là, je fais sourire les gens, mais j'aborde un certain nombre de problèmes sérieux. Vous avez parlé de salaud de chien, c'est un problème de l'infidélité. Oui. Mais l'histoire de ceux qui vont donner leur argent, leur fortune à des multiplicateurs d'argent. Oui. Il y a cette rencontre entre l'Europe et l'Afrique à travers France-Afrique, une histoire d'amour qui tourne plutôt mal. Bon, mais enfin, c'est une histoire d'amour. Oui. Et puis, il y a l'histoire d'une campagne électorale. Ça, c'est des réalités que nous vivons. Voilà. C'est les réalités de la Côte d'Ivoire que je touche du doigt à ma façon. À votre façon, et justement... Dans mon style. Oui, justement, ce style-là. Et l'orpailleuse, la dernière nouvelle, oui. Robert Catapillet et l'orpailleuse, ça touche du doigt le problème de l'orpaillage, mais aussi le problème de la prostitution. Oui. Et des gens qui prennent des bateaux pour aller en Europe. Oui, 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 justement, plusieurs situations que vous dépeignez, plusieurs situations qui mettent au cœur de ces histoires-là la jeunesse, hein, parce que quand on dépeint le problème de l'orpaillage, ça touche particulièrement la jeunesse, celui de l'immigration clandestine aussi, la jeunesse. La part au gain, c'est ça aussi qui nous tue aussi, c'est un peu ça. Oui. Ce que j'aborde dans... Et cette personne-là qui arrive à avoir beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle prend un bateau pour aller à Lampedusa. Oui. On ne sait même pas si elle est morte ou si elle est vivante. Mais justement, c'est cette ouverture-là, justement, qui fait la particularité de ce recueil de nouvelles-là, toutes les histoires. Au lieu de réaliser quelque chose ici, ben voilà, c'est malheureusement ce que nous faisons. On investit beaucoup d'argent pour essayer de partir. Oui. Et il y en a combien qui arrivent là-bas? Et même ceux qui arrivent là-bas, qu'est-ce qu'ils deviennent? Aller en Europe, vous verrez, la plupart des Africains qui sont arrivés là-bas, souvent, c'est des mendiants. Souvent, ils dorment dans la rue. Et quand vous les voyez, vous dites, mais tout ça pour ça. Justement, tout ça pour ça. Et justement, je dis, ce recueil de nouvelles-là, justement, attire l'attention sur toutes ces questions. Il faut le lire, hein, ce recueil de nouvelles. Et justement, au sortir de la lecture de ce livre, je suis sûr que vous serez ressorti, bien évidemment, ragaillardi sur certains sujets et surtout mis en garde sur d'autres qui pourraient vous être préjudiciables. Je reviens encore sur l'histoire du salaud de chien. S'il l'avait su, méfiez-vous des chiens. Je ne serais jamais parti voir sa maîtresse avec son chien une seule fois. Et ce chien-là qui, finalement, lui aura mis les bâtons dans les roues. Et donc, Venance Konan, je le rappelle, hein, vous êtes connu pour votre plume acerbe. Et cette plume-là, vous l'avez utilisée pour coucher tous ces mots que vous avez utilisés pour retranscrire toutes ces histoires dans ce recueil de nouvelles. Pour vous, après avoir sorti ce livre, quel est le sentiment qui vous a animé? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait œuvre utile ou bien vous êtes resté sur un sentiment d'inachevé? Ah non, non, je crois que j'ai fait œuvre utile. Quand on écrit, c'est qu'on a envie de dire quelque chose. Oui. Lorsqu'on pose la plume, on s'est dit, j'ai dit ce que j'avais à dire. S'il y avait une idée de faire une 7e nouvelle, je l'aurais faite. Mais quand j'ai fini les 6 nouvelles, je me suis dit, j'ai dit l'essentiel. Pour le moment, ça ne veut pas dire que c'est ma dernière œuvre. D'ailleurs, après ça, j'en ai écrit une autre. Donc, à ce moment-là, c'est ce que j'avais à dire. Ces 6 histoires-là, quand j'ai fini, j'ai dit, OK, je vais poser ma plume, ou plutôt refermer mon ordinateur, et puis on verra. Je donne ça aux Ivoiriens, ils liront, ils apprécieront. J'espère qu'ils aimeront. Je suis sûr d'une chose, c'est qu'ils aimeront comme moi j'ai aimé, parce que je ne fais que parler du salaud de chien. Cette histoire-là, je l'ai lu. Il n'y a pas que ça. Je crois que les autres histoires aussi ne sont pas moins intéressantes. Je pense que quand j'aurai fini de me satisfaire de l'histoire du salaud de chien... Alors, je suis en train de me poser la question, c'est pas quelque chose qui vous est arrivé par hasard? Non, non, toute ressemblance avec des faits qui ont existé n'est que pure coïncidence. Vous l'avez vous-même dit. Non, non, c'est juste que l'histoire, elle me parle. Et j'aime bien, en fait, les tournures que vous avez utilisées pour raconter cette histoire. Mais en tout cas, je vous conseille vivement de vous procurer cette œuvre qui est sortie aux éditions Masaya. On passe le bonjour à Isabelle Kassifoufana, directrice des éditions Masaya, qui a bien évidemment édité cette œuvre. Venance Konan, avant de refermer notre entretien, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Que nous devons prendre beaucoup de choses avec sérieux, même en parlant avec humour. Il faut prendre ça avec sérieux. Là, quand je parle de l'histoire de l'orpaillage et de l'immigration clandestine, lorsque je parle de la rencontre entre l'Europe et l'Afrique, lorsque je parle des problèmes des élections, j'en parle dans mon style, mais ce sont des questions sérieuses que nous devons aborder avec tout le sérieux qui s'imposent. Mais avec la subtilité de l'auteur, avec toute... voilà. Moi, je l'ai rendu à ma façon, dans mon style. Oui, dans ce style-là. J'espère que le lecteur prendra ça de cette façon-là, avec légèreté, mais avec sérieux. Avec légèreté et sérieux. Ils ne sont pas incompatibles. Justement, parce qu'on l'a dit, hein, c'est un éveil de conscience aussi, hein, c'est un exercice d'éveil de conscience que vous vous livrez dans cette œuvre que nous recommandons vivement. Venance Konan qui a sorti une autre œuvre. Hein, oui, c'est un recueil de chroniques qui s'appelle Chroniques à lire par temps de pluie. Pourquoi par temps de pluie?
Parce que la première personne qui a lu a dit, oula, ça réchauffe et le corps et l'esprit. Et c'était en période de pluie, au moment où je finissais d'écrire. Et puis elle a dit, mais ça c'est un livre à lire en période de pluie. J'ai trouvé ça original et puis je l'ai gardé pour le titre. On peut le lire en saison sèche aussi. Hein. Bon, bien évidemment, on ne va pas attendre la pluie pour lire ce livre-là, qui va sortir aux éditions Fratmat. Ah, aux éditions Fratmat. Voilà, il est déjà sur le marché. Bon, déjà sur le marché, mais pour aujourd'hui, voilà l'œuvre que nous avions au cœur de cet entretien avec Venance Conan pour ce numéro d'Au fil des pages qu'on a été très heureux de partager en compagnie de notre invité du jour, président du conseil d'administration de la Société ivoirienne de télédiffusion et puis journaliste, parce qu'il est toujours chroniqueur à Fraternité Matin. Journaliste chroniqueur à Fraternité Matin. Merci infiniment, Venance Conan. Merci à vous. Allez, nous, on a été très heureux de vous servir ce numéro d'Au fil des pages. On vous souhaite bonne soirée, bien évidemment, sur les chaînes du groupe RTI. À bientôt.